Pour les Antilles, comme nous avons déjà établi que c'est un arc volcanique issu d'une subduction océan-océan, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de donner des arguments basés sur le magmatisme. Donc à vous de déterminer le type de magmatisme qui est mis en évidence ici. Pour ça, on vous donne 4 roches avec l'ensemble de leur composition chimique. On vous donne le diagramme silice alcalin avec le nom des roches. Le dernier document ne serait pas donné à G2E, donc si vous prévoyez G2E, prenez quelques repères en termes de valeur, de façon à être capable par vous-même de déterminer de quel type de série il s'agit. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de faire l'exercice. Donc l'exercice n'est pas très compliqué, il suffit de récupérer les quantités d'alcalins qui sont présents, de les additionner. On récupère bien sûr la quantité de silice et ensuite on n'a plus qu'à positionner dans le diagramme silice-alcalin les différentes roches. Donc on nous demandait de les identifier. L1 est un basalte, la limite andésitique, mais c'est un basalte. L2 est une andésite franche. L3 est une dacite. L4 est une rhyolite. En utilisant ce document, on va essayer de voir sur quelle série on se situe. Donc un repère assez intéressant à avoir, c'est que même quand on atteint les rhyolites, dans le cas d'une série toléitique, on ne dépasse pas 5% d'alcalin. Donc c'est ce que j'ai reporté ici. Donc si on était sur une série toléitique, on aurait les mêmes roches qui ont les mêmes noms, mais ils seraient beaucoup plus pauvres en alcalin. Donc il est clair que nous ne sommes pas dans cette situation-là. Vous voyez d'après ce schéma que distinguer les séries alcalines et calco-alcalines est quelque chose d'un petit peu plus complexe. Heureusement ici on nous avait mis la limite entre les roches alcalines et les roches subalcalines, et les calco-alcalines sont des subalcalines. Donc cette limite ici, qui correspond d'ailleurs à peu près à la limite de nomenclature, peut vous aider pour dire que ici nous sommes en fait dans une série calco-alcaline, puisque nous sommes dans des roches subalcalines qui méritent encore le nom de basalte, d'andésite, de dacite et de rhyolite, et non pas des termes de trachyte qui sont caractéristiques des roches alcalines. Petite parenthèse pour les géologues, si vous avez fait des exercices qui sont des exercices portant sur le Massif central, vous avez peut-être été étonné de voir des noms tout à fait différents de ceux auxquels vous êtes habitués, notamment de voir apparaître une roche très célèbre dans le Massif central qui est la phonolite. Phonolite à cause du son, quand on la tape, comme c'est une roche un peu creuse qui garde qui a gardé un peu de gaz, elle sonne beaucoup. Et peut-être que vous avez croisé les termes de téphrite, et peut-être que vous avez croisé le terme de série sous-saturée en silice. C'est qu'en fait, pour obtenir ces séries-là, il faut vraiment que la roche, que le magma initial soit très pauvre en silice, et c'est le cas du Massif central. Je ferme la parenthèse, vous n'aurez pas ce genre de complications à l'agro. Donc nous avons déterminé qu'il s'agissait d'un volcanisme calco-alcalin qui se produit sur un arc volcanique. L'arc volcanique qui fonctionne à l'heure actuelle étant celui-ci, celui où il y a la Martinique et Basse-Terre, la première moitié de la Guadeloupe, l'autre arc étant l'ancien arc volcanique qui ne fonctionne plus à l'heure actuelle. Et nous allons essayer d'expliquer pourquoi il y a justement un arc volcanique qui fonctionne et un arc volcanique qui ne fonctionne pas. Et puis, notez l'espace qui a été noté ici comme bassin d'arrière-arc. Il faudra expliquer aussi ce que c'est. Et évidemment, on retrouve ici le front de chevauchement, qui est la fosse et qui est la limite de plaque. Ce qu'on vous demande de faire ici, c'est d'expliquer la formation de l'arc volcanique et l'aspect caractéristique des volcans. Pourquoi est-ce que je ne retrouve pas l'aspect typique du piton de la Fournaise ici et pas même non plus l'aspect du piton des Neiges? Pourquoi est-ce que les morphologies qui sont présentes à la Martinique ici ou à la Guadeloupe sont d'aspect aussi différents? Donc vous devez pouvoir faire la série de schémas qui explique la distance entre la fosse et l'arc volcanique, bien faire figurer ici la déshydratation par métamorphisme, faire une croûte océanique beaucoup plus fine que celle qui est représentée ici, parce que je vous rappelle qu'on est sur l'Atlantique, donc un plancher de dorsale lente avec quasiment pas de croûte.
Donc il faudra faire quelque chose de beaucoup plus fin en fait. Si je veux dessiner correctement le mot, il va plutôt faire des choses comme ça avec des petites poches par-ci par-là de croûte. Ça, ce serait une représentation beaucoup plus correcte du mot. Et donc vous devez aussi pouvoir commenter ce type de graphique, montrant comment, bien qu'on ait un géotherme avec une anomalie froide, le fait qu'il y ait de l'eau change complètement le solidus et fait que ce géotherme, bien que froid, traverse quand même le solidus, d'où la possibilité de fusion de la péridotite. Donc là, on est sur des choses classiques, hein. J'espère que vous maîtrisez ça parfaitement. Autre exercice assez classique quand il s'agit de travailler sur des îles, c'est de vous proposer donc soit un spectre des terres rares, soit une courbe ici avec des isotopes du néodyme et des isotopes du samarium. Prenez le temps d'analyser ces deux figures et essayez d'expliquer quel type d'informations chacune de ces deux figures apporte pour la compréhension du volcanisme des Antilles. Donc nous retrouvons ici un spectre des terres rares tout à fait classique avec la composition des terres rares rapportées au manteau primitif. Donc je vous rappelle qu'on utilise des chondrites et non pas des manteaux primitifs puisque personne n'a jamais vu le manteau primitif. Et puis nous avons ici toutes les terres rares. On commence par travailler donc sur ce basalte de dorsal océanique, puisque je vous rappelle que ça veut dire basalte de rides médio-océaniques. On retrouve, comme on l'avait déjà décrit, qu'il y a une certaine pente ici, et donc on constate que ce basalte médio-océanique provient d'une source de magma qui est d'autant plus appauvrie que les éléments sont incompatibles, par ici. Évidemment, les éléments incompatibles avec la phase solide ont tendance à passer immédiatement dans le magma et ensuite à redonner la croûte. Donc là, on retrouve sans surprise que les basaltes de rides médio-océaniques proviennent du manteau supérieur. Rien de spécial à ça. Maintenant, on travaille sur les Antilles. Et on voit la pente inverse. Donc on pourrait être tenté de dire, bah là on est sur un manteau qui a priori n'a pas du tout fondu, nous sommes sur le manteau inférieur, hein, comme par le même type de raisonnement que ce qu'on a fait à la Réunion. Seulement, on sait qu'on est dans les Antilles. On sait qu'on est dans les Antilles, on sait qu'on vient de caractériser un magmatisme calco-alcalin, à partir d'une source de magma qui serait du manteau inférieur, c'est stupide, puisque on est en train de parler d'un magmatisme qui a lieu dans la zone de subduction, donc en fait dans le manteau supérieur. Donc clairement, une hypothèse de manteau inférieur est ici absolument pas crédible, connaissant le contexte géodynamique. Donc on reste sur un problème, comment se fait-il ici que on ait finalement beaucoup d'atomes incompatibles qui sont présents et qui sont même surreprésentés puisque ça a l'air d'être une zone enrichie en éléments incompatibles par rapport aux éléments compatibles constitutifs de ces terres rares. Donc si on ne peut pas interpréter cette différence en termes de nature de manteau, peut-être qu'il nous reste une autre possibilité pour qu'on ait un apport d'éléments incompatibles, on pourrait penser à une contamination crustale. Ah mais oui, mais c'est embêtant parce que ici, j'ai pas de croûte continentale. Je suis sur une subduction océan-océan. Donc, il n'y a pas de traversée de croûte continentale susceptible d'apporter ces éléments incompatibles. Il n'y a pas de croûte continentale au sens de il n'y a pas de roche cristalline, il n'y a pas de roche magmatique ou métamorphique, mais il y a de la croûte. Il y a des sédiments. Et je vous rappelle que ces sédiments, ils proviennent en partie, pas tous, il y a des détriments détritiques terrigènes, donc il y a une partie de ces détriments qui provient bien de l'altération de roches cristallines continentales, donc riches en éléments compatibles. En particulier ici, on n'est pas très loin de l'Amérique du Sud, avec l'immense érosion de tout le nord de l'Amérique du Sud par des grands fleuves, comme le grand fleuve Orénoque, le grand fleuve Amazone, etc. Tout ça vraiment fait des altérations extrêmement importantes, transporte beaucoup de sédiments, et ces sédiments peuvent arriver jusqu'aux Antilles. Donc, prenons d'autres arguments qui vont aller en faveur de cette hypothèse de contamination par des sédiments. Une autre façon de regarder
la contamination par les sédiments, c'est de travailler sur des isotopes du beryllium. Donc l'intérêt d'un isotope du beryllium, c'est que du point de vue géologique, on est sur une demi-vie relativement courte, puisqu'on est proche du million d'années. Et donc, a priori, dès qu'un matériau a plus d'1 million d'années, eh bien, il ne contient plus de beryllium. Par contre, si on a des matériaux récents qui ont été emportés dans la zone de subduction, donc si on a des sédiments qui sont récents, qui ont été en contact de l'air, parce que c'est justement ça le processus d'altération, ils se sont enrichis en beryllium 10, et tous ces sédiments riches en beryllium 10 peuvent entrer dans la zone de subduction. Alors ils ne vont pas tous rentrer dans la zone de subduction, une partie va rester dans le prisme d'accrétion, mais une partie peut être emportée dans la zone de subduction, peut contaminer cette zone de subduction, et on peut les retrouver ensuite dans les magmas et dans le basalte d'Arc. Alors, petite parenthèse, G2E-ENS, ce beryllium est aussi un moyen de montrer que les plaques peuvent descendre bien au-delà de la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, parce que quand on a la chance d'avoir une zone de subduction où on suppose que cette plaque va très très loin, mais que cette zone de subduction est recoupée par un point chaud. Le point chaud, un point chaud classique qui remonte de la discontinuité noyau-manteau, ce point chaud, il va échantillonner en la traversant la supposée plaque, et s'il y a vraiment une plaque, alors il va remonter du beryllium. Et donc on peut suivre la trace des plaques, bien qu'elles aient perdu leur trace sismique, bien qu'elles aient perdu leur signature thermique aussi, on peut les suivre grâce au beryllium. D'où l'argument disant que certaines plaques vont peut-être jusqu'au manteau. Je ferme la parenthèse. Là, un document très classique que vous devez absolument maîtriser, c'est ce graphe néodyme-strontium. Vous devez savoir quel genre d'informations on doit pouvoir extraire de ce type de document. Donc vous verrez que sur ce type de document, on vous donne toujours en référence deux ensembles, un ensemble océanique et un ensemble continental. Donc ici, le sédiment local est un sédiment qui est un sédiment continental, puisque c'est un sédiment, il provient de l'altération, et donc c'est notre élément continental. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les Antilles. Donc vous voyez qu'il y a un rapport tout à fait caractéristique pour les éléments océaniques, il y a un rapport tout aussi caractéristique pour les éléments continentaux, et que en ce qui concerne les Antilles, nous ne sommes ni dans la zone franchement océanique, ni dans la zone franchement continentale. On est dans un espace mixte. Donc, comme on sait que ce qui constitue les Antilles, ce sont des roches, essentiellement des roches océaniques, on s'attendrait a priori à avoir la composition océanique, on est bien obligé de proposer une contamination par des éléments de croûte continentale. Donc ici, par les sédiments locaux du plancher océanique qui viennent contaminer et donc changer les rapports néodyme-strontium. On pourrait faire le même type de raisonnement avec les isotopes du plomb, donc les isotopes du plomb 207 sur le plomb 206, et ça nous amènerait à voir encore mieux la contamination, même si ce sont des choses un petit peu moins classiques. Donc, petit rappel, pourquoi est-ce qu'on divise toujours par un isotope qui n'est non radioactif? C'est pas pour vous embrouiller ou vous compliquer les choses, c'est tout simplement parce que ce qui va nous permettre de mesurer ce qui nous intéresse, donc le strontium 87 ou le néodyme 143, eh bien, c'est le système de spectrométrie de masse. Et le spectromètre de masse ne peut pas mesurer des quantités absolues si infimes que ça. En fait, il sépare simplement les isotopes selon leur masse, et une petite différence comme ça d'une unité est séparable, et il va mesurer le rapport entre deux isotopes. C'est ça que fait un spectromètre de masse, il n'est pas capable de mesurer une quantité absolue. Donc il va toujours nous donner un rapport, et donc c'est ça que l'on va faire figurer sur les graphiques. Donc c'est juste un problème technique en fait. Alors dans les applications pratiques du magmatisme qui existent sur les Antilles, eh bien il y a la possibilité de faire de la géothermie, puisqu'on est sur une zone où sur une zone de subduction, puisqu'il y a du magmatisme du côté de la plaque chevauchante, on est sur des zones où il y a potentiellement des anomalies thermiques, et on peut théoriquement les utiliser. Donc du point de vue opérationnel, rentable, ça se fait
à la Guadeloupe, au site qui s'appelle Bouillante, donc qui est connu depuis très longtemps pour justement des anomalies thermiques et des eaux chaudes. Donc c'est une zone dans laquelle il y a une anomalie thermique d'environ 250 degrés, l'eau de pluie qui s'infiltre, mais comme on est vraiment sur le bord de mer, il peut y avoir aussi de l'eau de mer, et ensuite on n'a plus qu'à fourrer et cette eau remonte, jaillit spontanément et on peut faire fonctionner des turbines qui vont transformer ça en électricité et actuellement on produit environ 10% de l'électricité de la Guadeloupe grâce à ces usines géothermiques. Donc c'est quelque chose qui est à la Guadeloupe extrêmement rentable. Par contre l'anomalie thermique est plus faible à la Martinique et donc pour le moment ce n'est pas rentable. Même chose à la Réunion. Comme pour la série alcaline de la Réunion, que l'on retrouve ici, il peut y avoir une différenciation sur une série andésitique. Donc la série andésitique, vous la retrouvez donc ici. Donc ça correspond aux Antilles. Si ce n'est que la différenciation magmatique d'une série andésitique est un phénomène qui produit un aléa extrêmement dangereux. C'est un volcanisme explosif qu'on appelle même volcanisme péléen du nom de la montagne Pelée à la Martinique. Donc une fois de plus, réfléchissez à la cause de la différenciation. Est-ce que selon vous c'est une cristallisation fractionnée, c'est un mélange de magma, c'est une contamination? Mettez la vidéo en pause et proposez votre réponse en essayant d'argumenter. Donc comme pour la Réunion, nous allons envisager toutes ces hypothèses et voir si on peut en éliminer quelques-unes. Donc première possibilité, différenciation par un mélange avec un magma acide, même problème qu'à la Réunion. Nous sommes sur une plaque océanique, donc a priori je ne vois pas d'où viendrait la silice, il nous faudrait des roches crustales. Donc on a proposé aussi une contamination, donc ça on avait vu que à partir des diagrammes avec donc soit les terres rares mais aussi le système strontium-néodyme, on voyait qu'il y avait effectivement une contamination par les sédiments. Mais est-ce que cette contamination sur quelques terres rares, ou un peu de strontium, un peu de néodyme, quelques isotopes, peut aller jusqu'à faire une différenciation? La question est tout à fait différente. Est-ce que ça peut apporter suffisamment de silice pour passer d'une teneur en silice de 50% dans le magma initial jusqu'à plus de 70%? Imaginez la quantité de sédiments qu'il va falloir. En plus, il faudrait que ces sédiments soient quasiment que des grès, parce que sinon on n'aura pas assez de silice. Et il faut qu'ils passent en très grande quantité pour venir totalement contaminer le magma dans la zone de subduction. Honnêtement, ce n'est pas une hypothèse très sérieuse. Certes, on peut contaminer un peu, peut-être que ça pourra faire un petit mouvement de là à là, à la rigueur. Mais de là à amener à une rhyolite par juste des contaminations provenant des sédiments qui rentrent dans la zone de subduction, ce n'est pas sérieux. Donc la seule chose qui nous reste, c'est la cristallisation fractionnée. Donc encore une autre façon de représenter la cristallisation fractionnée. Je vous présente plein de schémas différents de façon à ce que vous puissiez vous faire une image. Donc notre zone ici de fusion mantélique, c'est bien sûr par rapport d'eau de la plaque plongeante et on est bien sûr à l'intérieur du manteau. Ensuite on a une chambre magmatique profonde et puis des chambres superficielles. Et ce sont dans ces chambres superficielles généralement que l'on a la cristallisation fractionnée parce que par moment elles peuvent être alimentées. Donc c'est le point de départ, mais ensuite le magma peut très bien migrer vers une autre chambre et à ce moment-là celle-ci n'est plus alimentée et au sein de cette chambre non alimentée il pourra y avoir cristallisation fractionnée. Donc comme on l'avait déjà évoqué dans le cas du piton des neiges, plus on augmente la quantité de silice, plus on augmente la viscosité du magma et par conséquent la dangerosité des volcans parce que cette viscosité empêche les gaz de pouvoir s'échapper facilement. Du coup, il y a une augmentation de pression et beaucoup plus de risques explosifs. Alors pourquoi les risques sont beaucoup plus marqués sur une série andésitique que sur une série alcaline? Si on regarde simplement les pentes dans ce diagramme silice-alcalin, vous voyez que, je prends une vraie série alcaline correspondant à la Réunion, quand on va arriver à une trachyte, on sera aux alentours de 62-63% de silice, alors que si on prend une série andésitique, les rhyolites sont à bien plus de 70% de silice. Donc on peut atteindre des magmas beaucoup plus visqueux, et parce que ces magmas sont beaucoup plus visqueux, ils sont aussi beaucoup plus explosifs.
Donc pour vous donner une petite idée des variations de viscosité, ici vous avez un diagramme de viscosité avec des échelles log, et on a mis donc une série qui se différencie, basalte, andésite jusqu'à rhyolite. Et donc on a quelque chose de relativement fluide ici, de l'ordre de dipoise, donc ça c'est de l'huile. Donc bien sûr déjà le basalte est beaucoup plus visqueux, mais la rhyolite est encore plus visqueux que la glace, encore plus de difficulté à se mouvoir dans un conduit magmatique, et donc ça peut faire bouchon. C'est pour ça que souvent les rhyolites font des dômes qui bouchent complètement les volcans, et c'est la pression des gaz en dessous qui font que du coup c'est carrément tout le volcan qui explose. Donc on peut voir souvent ces dômes de rhyolite qui vont persister pendant plusieurs années après l'éruption, et ça fait comme ici une aiguille. Donc cette aiguille, c'est cette lave qui monte, bien sûr qui ne peut même pas couler, hein, tellement elle est dure, et qui est extrêmement riche en silice. Alors ces aiguilles ont tendance à disparaître ensuite avec le temps, simplement sous l'effet de l'érosion. Donc ici vous avez une photo en 1902. La capitale Fort-de-France de la Martinique était ici, je dis était parce qu'en fait elle a complètement été rasée. Tous les habitants sont morts sauf un prisonnier parce qu'il était en sous-sol. Donc 29 000 morts dans l'ensemble de la capitale. Et la montagne est responsable ici, c'est ce qu'on appelle la montagne pelée parce qu'elle fait régulièrement elle faisait régulièrement des éruptions, et donc la végétation ne repoussait pas. Et on a dû donc un volcanisme extrêmement explosif avec des nuées ardentes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le volcanisme péléen, du nom de cette montagne pelée. C'est quand on a un dôme, donc c'est pour ça qu'on parle de type extrusif, avec une aiguille très très riche en silice, donc souvent on est très très proche de la rhyolite, voire c'est carrément une rhyolite qui bouche la cheminée volcanique, et derrière c'est sous forme d'explosion, sous forme de nuée ardente, voire dans certains volcans, comme le cas du Mont Sainte-Hélène, ça peut être carrément tout un pan du volcan qui explose et qui disparaît. Alors nous avons ici une nuée ardente que l'on trouve sur le Merapi, donc un volcan de subduction d'Indonésie. Bien sûr, les gens se sont mis très loin avec des téléobjectifs pour pouvoir arriver à suivre ça, et on n'est pas au maximum de l'éruption. L'éruption a déjà eu lieu dans les jours précédents, et là on est juste sur les répliques, sinon il est bien évident que personne ne serait allé filmer ça. Donc on a à la base une coulée pyroclastique, donc là où on voit les morceaux, hein, de temps en temps vous voyez des blocs qui dépassent, donc ça c'est ce qu'on appelle la coulée pyroclastique, donc pyro parce qu'elle est extrêmement chaude, plusieurs centaines de degrés, et clastique parce qu'elle est formée de morceaux, et il y a une base de vapeur tout à fait à la base de cette coulée pyroclastique qui lui permet de se déplacer extrêmement rapidement, y compris sur l'eau. Ça ne l'arrête absolument pas. Et au-dessus, qui fait des sortes de nuages au-dessus, on va appeler ce qu'on appelle un nuage pyroclastique, et l'ensemble de la coulée, donc à la base avec les blocs, et du nuage qui est au-dessus, est appelé une nuée ardente. Et elles font énormément de dégâts rapidement parce que bien sûr elles tuent tous les organismes à plusieurs centaines de degrés. Les poumons sont évidemment immédiatement détruits parce qu'il n'y a vraiment pas le temps d'évacuer. Vous regardez la taille des arbres et vous verrez qu'elle va à plusieurs centaines de km/h. Et puis par les dépôts de cendres qui vont se déposer, là ils sont actuellement dans le nuage mais ensuite ils vont se déposer, et par les pluies ultérieures qui vont faire des coulées de boue qu'on appelle des lahars. En Indonésie, en tout cas, quand il y a des éruptions à la saison des pluies, les lahars causent plus de dégâts, plus de morts que l'éruption elle-même, parce que souvent les gens sont partis au moment de l'éruption, se sont éloignés, ils reviennent, et dans la saison des pluies qui suit, il y a ces grandes coulées de boue qui peuvent envahir des régions entières et tuer de nombreuses personnes. Alors si vous avez étudié attentivement la carte de Clermont-Ferrand, vous avez vu des choses similaires dans la chaîne des puits. Le puits de Dôme est un volcan dôme
justement un petit peu comme la montagne Pelée. Et puis vous avez probablement vu à différents endroits sur la carte des brèches provenant de l'explosion de ce type de volcan particulièrement acide. La Soufrière est un volcan de même type, mais jusqu'ici n'a pas été aussi dangereux. La différenciation magmatique est beaucoup moins poussée et elle a plutôt causé des soucis en 1976 pour une autre raison. Donc il y a eu une activité volcanique, mais il y avait surtout beaucoup d'épisodes sismiques qui ont beaucoup inquiété, à tel point que on a évacué l'île pendant plusieurs mois. Donc l'île de la Guadeloupe a été évacuée sur la Martinique et les gens se sont logés comme ils ont pu dans les différentes infrastructures publiques pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'on essaye de savoir s'il s'agissait d'un précurseur justement d'une nuée ardente ou autre chose. Et en fait c'était complètement autre chose, c'est que l'eau s'infiltre dans les fractures, dans les failles, et avait augmenté l'activité sismique. Donc c'est le fait que les failles puissent glisser davantage qui était responsable de cette activité sismique, plutôt qu'une activité volcanique anormale. Et du coup, quand on a été sûr de ce fait, les gens ont pu revenir et se réinstaller. Donc ici, vous avez un exemple concret pour illustrer la notion de risque. Donc on a bien évalué l'aléa, mais on a exposé avec l'exemple de la Réunion les enjeux, ou plutôt l'absence d'enjeux dans le cas de la Réunion. Et ici, on va s'intéresser à l'exposition. Comment est-ce que il peut y avoir des mesures de protection qui vont limiter l'exposition des enjeux à l'aléa? Donc, dans les départements d'outre-mer, il y a une grande habitude de gestion du risque, notamment à cause des cyclones. Et donc, il y a ce qu'on appelle déjà des plans hors sec, c'est-à-dire que la population connaît des plans, connaît des niveaux de risque et sait quoi faire selon que le niveau de risque est à 1, 2 ou 3. Et donc la population est informée régulièrement tous les ans pour les cyclones et est bien entraînée pour les cyclones. Par contre, bien sûr, pour les risques, les aléas géologiques, c'est toujours plus embêtant parce que comme ce sont des événements qui sont plus rares, la population est moins informée, mais néanmoins la radio est très, très active pour relayer tous les messages de prévention. Et donc vous voyez ici un exemple du plan de prévention qui est mis en place avec différents niveaux d'alerte, des critères objectifs à chaque fois pour évaluer ces différentes alertes et savoir quelles sont les mesures qu'il s'agit de prendre pour aller jusqu'à une éventuelle évacuation des populations. Sachant que ce qui est délicat dans ces mesures de protection des populations, c'est que bien sûr si on ne les prend pas, il y a un risque de mortalité et d'atteinte des populations qui est très fort, mais si on les prend trop et trop souvent, sans qu'il y ait d'atteinte ni aux biens ni aux personnes qui soient perceptibles par les populations, ensuite elles refusent les évacuations, parce qu'elles disent on nous a fait évacuer pour rien, comme en 1976, on a fait évacuer une bonne partie de l'île pendant plusieurs mois, et puis les gens étaient vraiment dans des conditions très très précaires durant tout cet éloignement de leur site d'habitation, et ils disent et finalement pour rien, parce que il y a juste eu une activité sismique, et puis finalement il y a même pas eu d'éruption. Donc jusque dans les années 2000, je pense qu'il aurait été très délicat de pouvoir redemander en Guadeloupe une deuxième évacuation. Il est probable que les populations auraient refusé. Donc c'est pour ça qu'il faut être très... Enfin, c'est quelque chose de très très délicat à mener, et le travail des géologues là est très subtil, parce qu'il faut donner des indicateurs clairs au pouvoir public pour que les pouvoirs publics puissent prendre des mesures de protection qui soient acceptables dans l'immédiat pour les populations, mais aussi acceptables à long terme, c'est-à-dire qu'ils ne risquent pas de rendre les populations défiantes vis-à-vis des autorités publiques quand on voit que les autorités publiques sont trop prudentes et qu'elles ne veulent pas suivre les mesures d'évacuation. Donc si on veut résumer le cas des Antilles à l'aide d'un schéma, on peut prendre ce schéma. Alors, une fois de plus, la croûte océanique a été mal dessinée, elle a été dessinée comme s'il s'agissait du Pacifique, donc nous la modifierons en faisant juste des petites poches par-ci par-là, donc j'ai dérapé un peu, par-ci par-là de croûte. Alors en plus, il est dommage de choisir ce figuré-là pour la croûte, puisque justement c'est un figuré qu'on va plutôt garder pour le manteau.
Et donc le manteau, lui, eh bien, on va le retrouver un petit peu partout. Hein. Pardon, je n'ai pas pris la bonne couleur. Voilà, un petit peu partout ici. En fait, il y a presque partout du manteau et très peu de croûte. Donc c'est ça qui n'est pas correctement dessiné. Mais une fois qu'on a fait cette petite correction, on a tous les éléments qui sont utiles pour comprendre ce qui se passe aux Antilles. Donc ici, on a choisi de faire en plus une coupe au niveau du prisme d'accrétion de la Barbade, puisqu'on a cette particularité d'avoir un prisme d'accrétion dont une partie émerge à l'île de la Barbade. Donc si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo supplémentaire sur ce cas particulier. Et puis, on a donc l'arc des Antilles avec le volcanisme actif, parce qu'il est à l'aplomb de la zone où il y a un métamorphisme déshydratant qui permet d'obtenir la fusion du manteau. Mais comme ce front de plaques migre avec le temps, donc en particulier il s'est déplacé vers l'ouest, et bien forcément cette zone a aussi migré. Ce qui fait qu'on retrouve à l'avant la zone ancienne où il y avait le volcanisme, parce que la frontière de plaque était située plus loin, elle était située par ici. Donc c'est pour ça qu'on va souvent trouver des arcs volcaniques successifs, un arc inactif plus ancien, donc c'est celui qui constitue une partie de la Guadeloupe, un arc volcanique actif aujourd'hui, l'autre partie de la Guadeloupe, donc, et la Martinique fait seulement partie de l'arc volcanique actif. Donc ça, c'est dans l'histoire de la formation d'un arc volcanique. Comme l'arc volcanique est toujours à l'aplomb de là où il y a le métamorphisme déshydratant, si le front de contact entre les plaques se déplace, bien forcément l'arc volcanique se déplace lui aussi. Très souvent, on a une zone d'étirement à l'arrière de ces arcs volcaniques qu'on appelle un bassin d'arrière-arc. Donc c'est une zone dans laquelle on a un amincissement complet de la lithosphère qui est dû au fait qu'on a des anomalies thermiques ici très importantes. On a même parlé de phénomènes géothermiques. Donc si on a une anomalie géothermique, ça veut dire que l'isotherme 1300 degrés remonte. Si l'isotherme 1300 degrés remonte, forcément la lithosphère s'amassit. Et comme je vous l'ai répété maintes fois, la croûte et le manteau lithosphérique n'évoluent pas indépendamment l'un de l'autre. S'il y en a un qui s'amassit, l'autre s'amassit avec. Donc on a très souvent ces bassins d'arrière-arc qui sont des zones d'amincissement lithosphérique par rapport ici à quelque chose de beaucoup plus standard. Donc en résumé, la grande différence entre les Antilles et la Réunion, c'est bien sûr le contexte. Donc là nous avons un volcanisme calco-alcalin, puisqu'il s'agit d'une subduction qui fait fondre le manteau par rapport d'eau, et c'est ça qui est caractéristique d'un volcanisme calco-alcalin. Dans les deux cas, il y a cristallisation fractionnée, dans les deux cas, ça amène le magma à être plus visqueux, mais comme on est déjà sur un magmatisme calco-alcalin au démarrage, vous avez vu en regardant le diagramme silice-alcalin que la cristallisation fractionnée à partir d'un magma calco-alcalin amène à des laves beaucoup plus riches en silice, donc beaucoup plus visqueuses, gardant beaucoup plus les gaz, ce qui amène à des explosions par augmentation de la pression et des nuées ardentes quand ces gaz se libèrent. Et ça, bien sûr, ça fait un aléa particulièrement important, le risque d'explosion, donc on a parfois tout un pan du volcan qui explose, mais le plus dangereux, ce sont les nuées ardentes, puisque ce sont des gaz extrêmement chauds qui peuvent parcourir de grandes distances à des vitesses qui se comptent en centaines de kilomètres par heure, et donc il n'est pas possible d'évacuer les populations à partir du moment où la nuée ardente s'est mise en place. Il faut absolument avoir évacué les populations au préalable. Et malheureusement, ce magmatisme péléen n'est pas aussi répétitif dans son fonctionnement que c'est le cas pour les volcans effusifs. Donc il n'y a pas de signature sismique typique, comme on a le cas à La Réunion, où on sait exactement quand est-ce qu'on doit évacuer les gens, ni trop tôt ni trop tard. Donc les gens acceptent bien les évacuations qui sont proposées. Là, on a quelque chose qui est beaucoup moins prévisible,
parce que c'est beaucoup moins répétitif, il n'y a pas de signature caractéristique, et donc les mesures d'évacuation sont prises de façon un petit peu plus aléatoire, ce qui fait que ce sont des mesures qui sont parfois moins bien acceptées par les populations si on doit les répéter plusieurs fois. On avait vu aussi qu'il y avait une composition particulière, soit en terre rare, soit en isotope, donc en particulier néodyme strontium, parce qu'il y avait une petite contamination par les sédiments. Ce sont les sédiments océaniques qui rentrent en subduction, qui contaminent et qui vont apporter ces atomes. Alors, petit point de grammaire, vous dites subduit ou subducté comme vous voulez, les géologues n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc en termes d'aléas, les Antilles, comme à La Réunion, cumulent un aléa sismique et un aléa volcanique, si ce n'est qu'ici, c'est beaucoup plus important qu'à La Réunion. L'aléa sismique est beaucoup plus fort, en particulier à la Guadeloupe, puisqu'on a de l'eau qui s'infiltre en profondeur et qui réactive des failles. Donc, l'intérêt concret de ça, c'est qu'on peut faire de la géothermie en Guadeloupe, mais le mauvais côté, c'est que les failles fonctionnent plus facilement et donc on a une activité sismique. En soi, elle n'induit souvent que des risques accrus de glissement de terrain. Le principal souci, c'est le souci volcanique, puisqu'on a des possibilités de volcanisme péléen. Là, on a un aléa qui est très fort, et le risque est élevé parce que ce sont des zones densément peuplées, comme on l'a malheureusement observé pour l'éruption de la montagne Pelée. Il y avait au pied la capitale, Fort-de-France, qui a été complètement rasée. Donc là, le problème, c'est que la Soufrière à la Guadeloupe et la montagne Pelée à la Martinique sont très proches de villes très densément peuplées. Et justement, les couloirs des nuées ardentes vont vers ces villes. Donc on surveille beaucoup ces structures. Aujourd'hui, il y a aussi des normes sismiques, en particulier à la Guadeloupe, qui sont appliquées. On a vu des plans de gestion des risques extrêmement précis, avec éventuellement des mesures d'évacuation qui ont déjà été prises par certaines préfectures quand on avait des raisons de penser qu'il y avait une éruption, même si en 1976 finalement il n'y a pas eu d'éruption.